Quelques jours plus tard, cherchant toujours à photographier l'enfant, Debra prit plusieurs clichés, en vain. Par contre, sur certaines des photos, un spectre se tenait en haut de l'escalier, flottant sur le plafond, vêtu d'un costume ou d'un uniforme foncé. Sa chemise était blanche, il portait un chapeau et il semblait tenir une épée ou une baïonnette. Peu après, George et Debra, qui pensaient que Sally n'avait pas aimé ces vieilles poupées, lui en achetèrent une neuve, et la jeune femme rassembla un certain nombre d'objets dans un coin, afin de créer un espace réservé à la fillette. Dans une grande boîte bordeaux, achetée pour l'occasion, elle déposa une poupée qui lui était chère, une vieille robe de soirée, un chapeau, des perles, des barrettes à cheveux, un biberon, un hochet et divers objets. Lorsque Tony rentra du travail et vit la poupée que sa femme avait achetée, il devint cynique. Il fallait être un peu cinglé pour acheter des présents à un fantôme. Ignorant ces remarques, Debra emballa la poupée, toujours dans sa boîte, puis elle écrivit sur une carte. « À Sally, nous t'aimons et espérons que ta nouvelle poupée te plaira. Avec tout notre amour. Oncle George, papa, maman et Taylor. » En entrant dans la chambre, elle remarqua immédiatement que les vieilles poupées qu'elle avait laissées assises l'une à côté de l'autre avaient changé de position. La petite poupée reposait maintenant sur les genoux de la plus grande, et Debra les trouva adorables. Quelques jours plus tard, au début du mois d'août, elle découvrit que la poupée de Sally reposait maintenant au milieu du lit de Taylor. Les rubans adhésifs et le papier d'emballage étaient intacts, mais la boîte était vide. Debra et Sally devenaient de plus en plus proches. Souvent, quand son mari n'était pas là, la jeune femme lui parlait tout haut, l'invitant à se blottir contre elle ou lui proposant de lui raconter une histoire. À une occasion, la petite fille avait même décidé du livre, parasitant la télévision pour exprimer son choix. Debra avait tellement confiance en elle que parfois, quand elle devait s'absenter quelques minutes, elle lui confiait Taylor, sachant qu'elle veillerait sur lui. La fillette réclamait souvent de l'attention, surtout quand tout le monde était occupé, et elle semblait prête à tout, en bien ou en mal, pour l'obtenir. Tony se méfiait terriblement de Sally, et si parfois il remarquait sa présence, la plupart du temps il l'ignorait. La fillette s'efforçait de l'intéresser, lui mordillant les orteils quand il se trouvait dans son lit, devant la télévision ou à table. Et à une occasion, voyant qu'il ne réagissait pas, elle l'avait mordu si violemment qu'il en avait hurlé de douleur et de rage. Cet incident lui avait laissé de belles traces de dents sur sa jambe et un énorme hématome qui avait mis plusieurs jours à s'estomper. Tony était terrifié. À ses yeux, ce qui hantait cette maison n'était pas une petite fille, mais un être malfaisant se faisant passer pour un enfant. Il avait tenté d'en parler à Debra à plusieurs reprises, mais chaque discussion dérivait en dispute. Et de toute façon, il n'avait plus assez d'argent pour se permettre de déménager. Le 31 octobre 1993, jour d'Halloween, Tony revint à la maison vers 7 heures du matin, puis il se dirigea vers la cuisine, se versa un jus d'orange, mais au moment où il allait en avaler une gorgée, son cœur se figea dans sa poitrine. Debout au milieu de la pièce, se tenait une fillette d'environ 1,15 m, dont les immenses yeux bleus exprimaient une grande surprise. Elle avait une allure étrange, avec sa robe démodée en dentelle blanche, et ses manches bouffantes. Ses boucles brunes, qui tenaient une grosse barrette fantaisie agrémentée d'un ruban, encadraient des joues rondes comme celles d'un chérubin. Elle se tenait là, curieuse et immobile, le regardant,
les yeux écarquillés, et Tony pensa qu'elle semblait aussi réelle que lui. Perdant brusquement le contrôle de ses muscles, le verre glissa de sa main et s'écrasa sur le sol. Machinalement, il jeta un coup d'œil sur le verre brisé et le jeu de fruits qui s'était répandu sur le plancher. Mais lorsqu'il releva les yeux, la fillette avait disparu. Une vague de terreur le traversa, et il resta cloué sur place. Son esprit sceptique refusait d'admettre ce qu'il avait vu, et pourtant, il devait se rendre à l'évidence. Lorsqu'il retrouvera l'usage de son corps, Tony s'élança hors de la pièce, grimpa les escaliers au pas de course et pénétra dans la chambre où sa femme dormait encore. Hors d'haleine, les yeux écarquillés, il s'écria: « Je l'ai vu, bon sang des bras, je l'ai vu !» Tony commença à lui décrire l'apparition, puis il s'empressa de la dessiner avant de l'oublier. Sur son croquis, la fillette semblait avoir 5 ans, peut-être moins, et ils se demandèrent si Sally n'avait pas menti sur son âge, comme le font souvent les jeunes enfants. C'était peut-être ses traits délicats qui donnaient cette impression, car elle avait un visage de poupée. Elle avait l'air soignée et fortunée. Ses cheveux sombres, remontés sur le dessus de sa tête, étaient retenus par une grosse boucle souple. Ses grands yeux bleus, inexpressifs, semblaient froids. En regardant son visage, il était difficile de croire que cet enfant à l'air doux avait griffé Tony si violemment. Debra accrocha son portrait au mur, près des membres de la famille, espérant que ce geste lui ferait plaisir. Tony, de son côté, essayait de chasser les voix qui envahissaient son esprit, trop épuisé pour en décrypter les mots. Cette année-là, désirant réunir sa famille, Debra avait décidé de célébrer l'Action de grâce une semaine plus tôt. Quelques jours avant leur arrivée, Debra informa Sally de leur visite afin que la fillette n'en soit pas bouleversée ou effrayée. Le jour venu, Sally se manifesta de manière significative, faisant tâter des objets dans la cuisine, tourner des horloges à l'envers, grattant aux fenêtres, etc. La petite fille, qui était probablement très excitée à l'idée d'avoir des visiteurs, les saluait à sa manière. Une après-midi, vers 15h30, Debra préparait le dîner quand Karen surgit à la porte de la cuisine, les yeux écarquillés. Elle tenait entre ses mains un ours en peluche, celui qui se trouvait habituellement près de la télévision et que Sally si souvent retournait contre le mur. « Il est en flammes !» s'écria-t-elle en entrant dans la pièce. Elle lui raconta qu'elle somnolait sur le canapé du salon quand soudain, se réveillant pour une raison obscure, elle avait vu des flammes de 15 à 20 centimètres jaillir de la tête de l'ourson. Elle l'avait immédiatement ramassé, mais en arrivant dans la cuisine, les flammes s'étaient éteintes. Prenant l'ours dans ses mains, Debra le montra à sa mère, qui la regarda d'un air suspicieux. Malgré les différentes manifestations de Sally, elle ne croyait toujours pas aux fantômes, et pire encore, elle s'imaginait que ces deux filles se jouaient d'elle. Debra, qui était terrifiée à l'idée que des flammes de cette importance mettent le feu à la maison, entreprit de réprimander fermement le fantôme devant sa mère sidérée. Le 15 novembre, Debra reconduisit sa famille jusqu'à l'aéroport sans qu'aucun nouvel incident n'ait été signalé. Le même jour, alors qu'elle travaillait, Tony reçut Ray, l'un de ses collègues de travail. Alors qu'il se trouvait au salon, les billets de bois du ventilateur du plafond se mirent à se balancer vers Ray, qui, prévenu de l'histoire, fit brusquement semblant de dormir. Brusquement,
Alors qu'il fermait les yeux, un vase vola au-dessus de sa tête et alla s'écraser sur le sol. Sally n'aimait pas être ignorée. Quelques jours plus tard, Ray téléphona à Tony et lui demanda s'il pensait que le fantôme pouvait le suivre chez lui, car depuis quelques jours, il se passait des choses étranges. Des vêtements se déplaçaient dans sa chambre, des cartons volaient dans l'air, mais le plus bizarre était probablement la grande flaque d'eau sur le plancher de la salle à manger, pour laquelle il n'avait trouvé aucune explication. Une longue période de tranquillité suivit l'épisode du vase. Pour fêter Noël, une grande réception avait été prévue le 18 décembre, mais comme les jours passaient sans aucun signe de Sally, une certaine nervosité avait gagné Debra. Ce jour-là, de nombreux étrangers devaient être présents, et elle se voyait mal leur expliquer leur cohabitation avec un fantôme. Le jour venu, à 20h, un membre de la famille déguisé en Père Noël distribua des cadeaux aux enfants, les laissant grimper à ses genoux à tour de rôle. Mais Debra ressentit un étrange chagrin en pensant à Tyler, qui s'était endormi avant la distribution, et à Sally qui devait se sentir rejetée. La jeune femme n'avait prévu aucun cadeau à son attention, et le sentiment de tristesse qui flottait dans la maison était accablant. Comme il se faisait tard, les invités commencèrent à partir, et Tony monta dans la chambre à coucher chercher les derniers manteaux. Il était presque au premier quand soudain, l'avertisseur de fumée se déclencha brusquement. Au bas de l'escalier, sur la 5e marche, une poupée venait de s'enflammer. Tony attrapa précipitamment la poupée et courut à l'étage, fuyant les questions embarrassantes des invités. Lorsqu'il atteignit l'évier de la salle de bain, il constata que ses 2 avant-bras étaient brûlés, et ne souhaitant inquiéter personne, il décida d'attendre avant d'en parler. Louise, la tante de Debra, fut l'une des dernières personnes à partir, et, au moment des au revoir, elle fit cette remarque étonnante. Sally a dû se sentir rejetée, parce qu'elle n'a rien reçu du Père Noël. La vieille dame proposa alors de refaire passer le Père Noël, afin que Tyler puisse le voir, et que Sally reçoive un cadeau. L'offre était généreuse, et Debra la remercia pour son geste. Le dernier invité à partir, la jeune femme expliqua à Sally qu'elle s'était très mal conduite, puis, terriblement attristée par le fait qu'elle ait été exclue, elle lui dit, sur un ton plus indulgent, « Le Père Noël n'était pas au courant de ta présence, ma chérie. C'est pourquoi il ne t'a rien apporté. » Comme il ne parvenait pas à empêcher Sally de mettre le feu dès qu'elle se sentait contrariée, Debra lui montra du doigt une lampe à huile qu'elle avait allumée quelques instants plus tôt, et elle lui dit « J'ai une idée dont j'aimerais te parler. Je pense que tu vas l'aimer. Tu vois cette flamme? Je sais bien que nous t'avons interdit d'allumer des feux, mais je te dis maintenant que tu peux allumer cette flamme là-dedans, et que cela n'attirera pas d'ennui. » 2 jours après la réception, le dimanche 20 décembre, en fin d'après-midi, le Père Noël vint leur rendre visite. Tony prit quelques photos de Tyler sur les genoux du vieil homme, et ce dernier invita Sally à les rejoindre. Un instant plus tard, Louise écarquilla les yeux, terrifiée, et s'écria « De la fumée! Il y a de la fumée! Mon Dieu, Debbie, il y a de la fumée noire derrière toi !» La peur éteignit le cœur de Debra, mais lorsqu'elle se retourna, elle vit une épaisse fumée noire sortir en tourbillonnant de la lampe à huile de Sally, et un grand sourire éclaira son visage. La fillette soulignait sa présence au moyen de la lampe, comme elle le lui avait demandé. Comme Tony et Debra étaient attendus chez les parents de Tony pour le 25 décembre à 9h,
Il avait décidé d'ouvrir leurs cadeaux la veille de Noël. À 20h, la salle à manger était jonchée de papier d'emballage et alors rayonnait de joie. Tony, voulant faire plaisir à sa femme, lui suggéra alors d'aider Sally à déballer ses cadeaux. Debra avait acheté à son attention un petit animal en peluche, un livre de coloriage, un petit sac à main blanc et un berceau en bois pour la poupée qu'elle lui avait donné quelques mois auparavant. Après avoir déballé ses cadeaux, Debra, qui se sentait toujours un peu ridicule à parler dans le vide, proposa à la fillette de se faire photographier près du berceau, mais elle ne manifesta aucun signe de présence. Le 26, impatiente, Debra courut faire développer les photos dès l'ouverture du magasin, et elle les regarda immédiatement. Alors qu'elle se trouvait dans la file d'attente, non seulement Sally se trouvait près d'eux la veille de Noël, mais il y avait aussi une autre entité. Sur 3 photos, on voyait près de Debra 2 présences distinctes. L'une d'elles était grisâtre et l'autre lumineuse, semblable à un nuage. Troublée, Debra décida d'écrire à Barbara pour lui demander son avis.